Cartographie du bâtiment durable en Afrique, seconde partie de ce numéro de votre émission Planète idéale avec Dr Beaugrain Doumong, ingénieur en génie civil et physicien du bâtiment. Alors, Monsieur Doumong, est-ce que les matériaux biosourcés sont, comme on le dit, des matériaux naturels? Je pense que pour répondre à cette question et pour être juste dans cette réponse, il faudrait d'abord contextualiser et donner une définition, un contenu à la notion de naturel. Si on entend par naturel des matériaux issus de la nature, comme le bois brut, qui ne subissent pas de transformation, la réponse est oui. Mais parlant de matériaux biosourcés, on surfe davantage sur des matériaux qui sont généralement composites, donc qui allient différents types d'additifs qui en font l'hétérogénéité, ce qui, par exemple, dans le cas de l'alliage avec la matière cimentière, biaise la notion de naturel dans ces cas-là. Donc il faut savoir raison garder dans la mise en avant de cette logique. Alors quel est en général le pourcentage de matière biosourcée dans un produit biosourcé? Il n'existe pas de normes qui permettent de le définir et c'est tant mieux parce que le biosourcé en tant que matériau utilisé pour la construction ou autre est un matériau généralement hétérogène. Et cette hétérogénéité fait que l'alliage ou le dosage des différents constituants dépend à la base ou à la racine des impératifs qui sont associés aux performances voulues sur le plan thermique ou sur le plan environnemental. Et ce ne sont pas souvent des matériaux bitumeux, donc il serait difficile de se prononcer là-dessus avec un point. Alors, le béton de balle de riz dont vous parlez peut-il valablement se substituer au parpaing classique que nous connaissons? Effectivement, en termes de fonctionnalité, ce sont des matériaux qui se valent totalement, sous réserve de la densité bien sûr, parce que le béton de balle de riz correspond davantage à la catégorie de ce qu'on appelle les bétons légers. Donc, il y a une densité d'une certaine valeur qui permet justement à l'instar de l'usage qui en est fait avec les bâtiments, les matériaux tels que le parpaing, de répondre à des impératifs de remplissage des enveloppes du bâtiment, mais aussi de cloisonnement intérieur. Donc, la réponse est oui. Alors, s'agit-il d'un matériau biodégradable? Le caractère biodégradable d'un matériau ne s'adosse pas au caractère constitutif en lien avec la biomasse de ces différents composants. Il s'adosse spécifiquement à la faculté de dégradation des matériaux en question et de leur assimilation par les micro-organismes. Et ça, c'est une spécificité qui fait que dire qu'un matériau est biodégradable parce qu'il est biosourcé risque d'être une erreur si on ne prend pas en compte le caractère biodégradable des autres constituants de ce matériau-là qui en général est un matériau hétérogène. Les balles de riz, par exemple, sont biodégradables, mais il faudrait faire des études beaucoup plus poussées pour déterminer la vitesse d'assimilation du béton de balle de riz par les micro-organismes et de positionner cette vitesse-là vis-à-vis des impératifs normatifs afin de situer de façon beaucoup plus claire le caractère biodégradable d'un matériau comme celui-là, un peu comme pour tous les autres. On va se prêter à un exercice de comparaison et en termes de stricte fonctionnalité, Monsieur Doumong, y a-t-il équivalence entre le béton de coque d'arachide, par exemple, la brique en terre stabilisée et le parpaing de ciment? Tout à fait, il y a équivalence sur le plan de la fonctionnalité en termes de remplissage, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure. Parce que la brique de coque d'arachide qui est fabriquée, me semble-t-il, à Kalouak, au Sénégal, est un matériau très intéressant qui s'utilise de la même manière avec des fonctions isolantes que le béton de balle de riz, que la brique en terre. L'objectif, c'est d'optimiser la performance énergétique des bâtiments. Maintenant, sur le plan thermique strict, il y a une différence entre ces matériaux et le parpaing classique. Parce que, par exemple, le béton de balle de riz et les briques de coque d'arachide sont des matériaux qui jouissent d'une tortuosité, d'une porosité qui leur permettent justement d'être de mieux réguler en fait les échanges de température et d'humidité entre les ambiances extérieures et intérieures. Et la brique de terre suit le même modèle, ce qui n'est pas du tout le cas des matériaux tels que les parpaings classiques qui sont beaucoup plus denses et qui ont du mal justement du fait de l'inertie qui en est attachée à s'adapter à ces différences de température là et garantir justement un équilibre intérieur qui permette le
confort. En termes de risque face aux intempéries, est-ce qu'on ne craint pas lorsqu'on opte pour les matériaux biosourcés que le bâtiment s'effondre un jour comme un château de cartes? La question se pose véritablement, mais il appartient au concepteur d'y répondre. C'est pour ça que, par exemple, pour la brique en terre stabilisée au ciment, l'ajout du ciment permet justement de répondre à des impératifs comme cela, pour permettre de densifier, de custodiser en fait ce matériau, tout en lui autorisant les performances qui sont les siennes. Donc, pour ce qui concerne aussi des biosourcés comme le béton de chanvre ou alors le béton de balle de riz, l'expérience a démontré que ce sont des matériaux qui résistent. Et la cellule qui se retrouve à l'école polytechnique de Lomé, que j'évoquais tantôt, faite à base de béton de balle de riz, il y a 14 ans, exposé aux intempéries, est une démonstration éloquente de ce que sont des matériaux qui sont compétitifs sur le plan de leur durabilité vis-à-vis et de leur résistance aux intempéries. Aujourd'hui, la pression de l'urbanisation galopante et la démographie, les prévisions sont alarmantes. Et est-ce que vous voyez sur le continent des initiatives en termes de success stories qui se font pour parler d'un meilleur avenir du bâtiment durable sur le continent? Des initiatives existent, Construire pour demain au Togo en est une, mais on a également des architectes extrêmement engagés comme Issa Diabaté, comme Mariam Kamara et j'en passe des meilleurs. On a des ingénieurs comme Mariam Adjambouni Badji au Sénégal qui travaillent au quotidien et au travers de leurs activités réussissent à démontrer le potentiel justement de ces matériaux. Sur le plan de la recherche, il y a des activités qui sont menées. Je travaille sur des systèmes constructifs également et à Lomé, on a de nombreux experts, tout comme on en a dans la majorité des pays africains, qui produisent énormément. Mais la difficulté réside dans la capacité à exporter, à exploiter les productions faites dans les laboratoires. Oui, mais justement, les travaux de vos recherches restent dans les tiroirs. Comment les matérialiser sur le terrain? Et il faudrait pour cela qu'un équilibre se construise et qu'une collaboration riche naisse entre le monde de la recherche, le monde de l'entreprise et les pouvoirs publics afin justement de valoriser les résultats de recherche et de les sortir justement de ces tiroirs-là à l'effet de contribuer de façon essentielle à l'évolution d'une dynamique que l'on sait porteuse et nécessaire dans le contexte actuel. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au béton? Une question toute simple. Le béton, c'est un matériau polluant. C'est un matériau dont la fabrication nécessite des chauffages de matière à des températures qui vont jusqu'à 1450 degrés. Donc c'est énergivore, c'est polluant. C'est un matériau qui a une inertie qui permet justement des difficultés en matière de gestion de la température. C'est un matériau qui est dense et à travers cela, il est étanche à l'air, ce qui fait que il est très peu adapté justement à la maîtrise des transferts de chaleur et de masse, d'humidité également au sein des bâtiments. La difficulté aussi qui se pose, c'est l'incapacité justement du commun des mortels à dépasser en fait le cadre simple, culturel, profondément enraciné qui consiste à voir dans le béton le matériau du luxe et à y associer de façon tout aussi pressée l'usage de la climatisation pour répondre à ces impératifs. Alors que le bâtiment durable et les matériaux durables permettent justement de se départir de ces logiques-là pour aller de façon beaucoup plus sobre et beaucoup plus vertueuse vers une dynamique porteuse pour le bâtiment et pour le confort des usagers. Alors le béton, les matériaux durables, comment quantifie-t-on les avantages de ces matériaux et des méthodes qui les accompagnent? Il existe des outils pour cela, des codes de calcul prédictifs. Pour ce qui concerne la thermique, il existe aussi les outils qui permettent de réaliser ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie que j'ai évoqué tantôt, qui eux sont en mesure justement de permettre la quantification justement de la valeur ajoutée en matière énergétique et de signature carbone de ces matériaux. Alors, il y a des méthodes, des outils existent pour cela et vous le dites, sont-ils disponibles localement dans nos pays?
Ces outils ne sont malheureusement pas disponibles parce que ils sont majoritairement conçus ailleurs, notamment dans les pays occidentaux, et exploités au profit justement de leurs ouvrages et de leur construction. Le biais, c'est que la majorité de ces outils exploitent des subroutines en lien avec la géographie. Donc il faut savoir importer des données climatiques en lien avec des territoires donnés, mais aussi prendre en compte des réalités de terrain qui racontent avant tout le lieu de l'exploitation, de l'utilisation de ces outils. Malheureusement, les pays africains n'en font pas partie pour des logiciels qui sont utilisés en France, par exemple. Donc, sous couvert ou sous réserve, d'un lobbying qui serait mené auprès de ces structures-là pour pouvoir y associer des éléments qui permettraient de les utiliser ici, il faudrait que nous soyons en mesure d'en inventer nous-mêmes. Aujourd'hui, il est conseillé d'avoir recours au service d'un architecte lorsqu'on veut se faire construire sa maison, encore que très peu s'y plient. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on recourt à cet expert? D'abord, je commence par dire que c'est toujours une bonne idée de consulter un architecte, parce que l'architecte est un accompagnateur. Il a pour vocation à conseiller, il a pour vocation à apporter ou à destiner au maître d'ouvrage ou à son client des informations lui permettant justement de produire un bâtiment qui lui ressemble, un bâtiment qui s'adapte à ses besoins, mais aussi d'éviter en fait toutes les nuisances qui peuvent être générées par ce qu'on constate généralement, la promptitude des différentes personnes à s'approprier un ouvrier et à commencer tout de suite à construire sans forcément respecter des règles de base qui sont préalablement établi, notamment en termes de conception, mais aussi en termes de réalisation, pour produire un ouvrage qui soit conforme aux règles de l'art. Et à quel niveau interviennent les gens comme vous, de votre profil, l'ingénieur? Quelle est sa partition à jouer dans ce processus? Le profil ingénieur arrive en complément de profil architecte pour la réalisation des ouvrages, pour le dimensionnement de ces ouvrages et pour leur mise en œuvre opérationnelle. Mais le profil physicien du bâtiment, lui, travaille en étroite collaboration avec l'architecte pour optimiser sa conception et apporter à travers cela la garantie justement de la performance énergétique et d'une signature carbone ou des émissions les moins élevées possibles. Est-ce que l'ingénieur serait-il en train de concourir au recul du bâtiment durable en Afrique? Est-ce que c'est plutôt un autre acteur? Comment est-ce qu'on peut expliquer la situation dans laquelle nous sommes quant au développement du bâtiment durable sur le continent? Que l'ingénieur contribue au recul du bâtiment durable, je ne le dirais pas. Moi, je pense qu'il faut raisonner en termes d'écosystème. Le bâtiment durable, s'il se déploie, ne sera que la résultante de la conjonction de multiples ardeurs des différentes composantes de l'acte de construire dans ce sens-là. Seulement, je pense que les ingénieurs ont une vocation également à mieux s'approprier les contours du bâtiment durable, notamment des matériaux, de leur mise en œuvre, des techniques qui les accompagnent, pour contribuer également à la suite des architectes qui le font généralement à la promotion de ce modèle d'habitat. De votre regard d'expert, quel avenir pour le bâtiment durable sur le continent? Le bâtiment durable a un avenir actuellement incertain, mais qui va, me semble-t-il, très vite être certain, parce que la question est d'abord posée par le besoin. Aujourd'hui, les besoins sont extrêmement élevés. On se rend compte que la dynamique du bâtiment est extrêmement forte. C'est un secteur qui emploie, c'est un secteur qui produit et qui contribue sans trêve au développement. Et comme le stipulait l'ONU Habitat il y a quelques années, 80% des bâtiments en Afrique qui seront habités en 2050 ne sont pas encore sortis de terre. Mais avec l'évolution du climat, avec les difficultés qui y sont liées, la nécessité du bâtiment durable s'imposera, me semble-t-il, d'elle-même. La nécessité va s'imposer d'elle-même. Est-ce que nos États ont un rôle important à y jouer? Quelles mesures faut-il prendre en urgence pour anticiper? Les États ont justement un rôle important à jouer. Le rôle consiste justement à drainer toute une dynamique. Mais cela participent ou passent davantage par leur capacité à légiférer. La production de la norme me paraît être le terrain essentiel sur lequel les pouvoirs publics devraient agir et ensuite mobiliser les différents acteurs
pour un suivi et une application véritable justement de ces lois qui seraient édictées. Maintenant, il faut noter que aujourd'hui, l'urgence véritable, c'est d'aller en fait vers des études qui permettraient de produire des réglementations thermiques et environnementales dans nos pays, dans une logique qui devrait cette fois-ci être beaucoup plus grande et qui serait une logique de transition écologique. Docteur Beaugrain Doumong, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes ingénieur en génie civil, physicien du bâtiment, cartographie du bâtiment durable en Afrique. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie.